Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro de Actu Santé Action Sociale, une émission du ministère de la Santé en partenariat avec la radio-télévision sénégalaise. Nous avons choisi aujourd'hui de vous parler de la gestion de la maladie à virus Ebola par le Sénégal. Nous nous sommes fait l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal. Vous avez géré le premier cas d'Ebola au Sénégal. Le soir où vous avez appris cette information, est-ce que vous aviez bien dormi, Madame le ministre? Il fallait gérer ce choc, car bien sûr que nous savions que peut-être un cas surviendrait au Sénégal, mais on était toujours en train de se dire peut-être pas aussi. Et quand c'est arrivé, nous avons tout de suite pensé qu'il y avait... c'était le moment d'être très serein et de prendre toutes les mesures qui devaient être prises sans laisser la place à la panique surtout. Et je crois que c'est le rôle quand même de décideurs de ne pas aussi faire comme tout le monde et être paniqué par rapport à une situation même difficile. Donc ça a été la première réaction que nous avons eue. Et ensuite, bien sûr, sachant qu'il y avait une équipe avec nous, des partenaires très engagés, des autres ministères qui étaient impliqués, nous avons tout de suite mis sur pied une stratégie de riposte qui était basée sur celle qui existait déjà depuis le mois de mars, puisque dès que nous avons entendu parler de l'épidémie au niveau de la Guinée, nous avons pris des mesures au niveau du Sénégal pour pouvoir faire de la prévention. Mais il fallait aller plus loin, parce qu'à partir du moment où il y avait un cas, il fallait réellement être en situation de crise. Et c'est là que nous avons mis sur pied ce comité de crise. Et bien sûr qu'il y a eu plusieurs commissions qui également ont été mises sur pied et qui ont travaillé d'arrache-pied pendant plusieurs semaines, et je peux dire même maintenant plusieurs mois. La gestion de l'épidémie à virus Ebola par l'Afrique de l'Ouest, l'Europe, les États-Unis, le monde en général. Morceau choisi, le président Macky Sall à Washington. Je voudrais dire à la communauté internationale que Ebola est un virus dévastateur, qui n'est pas une maladie d'Afrique. Il faut percevoir ce virus comme une menace contre l'humanité. C'est une menace contre l'humanité puisqu'il suffit, avec les voyages, que ce virus se retrouve sur le continent américain, asiatique ou européen pour que la crise soit mondiale et totale. Donc nous devons mobiliser toute la communauté scientifique du monde. Mobilisation de toute la communauté scientifique. C'est au niveau de l'Institut Pasteur que le premier cas d'Ebola au Sénégal a été diagnostiqué. Nous avons parlé d'un cas importé. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Un malade donc qui était en provenance de Guinée, qui a été hospitalisé à l'hôpital de Fannes, et nous avons été prévenus je me souviens, en fin de matinée qu'un cas était donc suspect, puisque avec le ministère de la Santé, il y avait en quelque sorte des critères qui avaient été arrêtés. Tout le monde ne devait pas être considéré comme suspect, donc il y a des critères. Bien sûr, la provenance d'un des pays dans lequel Ebola sévissait, la Guinée, le Sierra Leone et le Libéria, déjà à l'époque, ce sont des zones sensibles. Ce malade présentait des signes. Et donc, nous avons réceptionné son échantillon par l'intermédiaire d'ailleurs du SAMU. Il faut, dès le début, insister sur toute cette chaîne. On n'amène pas un échantillon d'une maladie aussi grave, d'un virus aussi potentiellement contagieux et potentiellement grave comme ça. Donc c'est amené avec des systèmes de sécurité très particuliers, comme on dit dans le jargon, des boîtes triple emballage. C'est pas une boîte, c'est 3 boîtes en quelque sorte gigognes. Il est même étudié dans ces boîtes, si le tube se casse, il y a un système pour que le sang ne s'écoule pas. Donc nous l'avons réceptionné à l'Institut Pasteur, aussi par une équipe spéciale. C'est pas notre laboratoire d'analyse qui reçoit ça. À l'Institut Pasteur de Dakar, nous avons la chance de disposer du centre collaborateur OMS pour les fièvres, pour les arbovirus, c'est-à-dire la fièvre jaune, mais surtout donc dans notre cas des fièvres hémorragiques.
dont fait partie Ebola. Et donc nous avions cette capacité diagnostique. Il faut aussi savoir qu'à l'époque, depuis le mois de mars, on avait une équipe engagée en Guinée, on y reviendra probablement, pour faire les diagnostics à Conakry. Donc nous avons reçu cet échantillon, il a été traité d'abord dans ce qu'on appelle un laboratoire de sécurité de niveau 3, parce qu'il est important de le savoir. Il faut d'abord, pour faire le diagnostic dans un laboratoire qui n'est pas un laboratoire niveau 4, il faut d'abord tuer le virus, c'est extrêmement important. En prenant bien sûr des précautions pour le personnel, on tue le virus et ensuite on va mettre en évidence son génome. Et nous avons réalisé le premier test qui était bien sûr positif. On a, comme c'était le premier cas, recommencé le test une seconde fois qui était positif. Et je me souviens avoir appelé Madame le ministre vendredi matin vers 1h, 1h10 pour lui annoncer la nouvelle. Une nouvelle accueillie par l'OMS également. Madame la représentante de l'OMS, ça n'a pas été facile pour vous également. Non, c'est vrai, ça n'a pas été facile, mais je crois qu'il faut dire que grâce au leadership du président de la République, la transparence fait partie des valeurs qui sont cultivées au Sénégal, et notamment au niveau du ministère de la Santé. Et c'est dans le cadre de cette transparence prônée par le règlement sanitaire international que l'OMS a été saisie dès la suspicion du cas, avant même la confirmation, ce qui a permis à l'OMS de mettre en branle son dispositif d'appui pour une réponse appropriée au Sénégal. Donc vraiment, nous avons appuyé, nous sommes préparés pour accompagner le Sénégal dans cette riposte-là. Et les résultats sont là. Je pense que du bon travail a été fait. Peut-être que nous en parlerons plus tard, mais du côté de l'OMS, on se réjouit de la réaction la réaction appropriée qui a été apportée face à ce cas qui a été confirmé, ce cas importé. Tout à l'heure, Madame le ministre a parlé de commissions qui ont été mises en place. Monsieur le directeur général de la santé, vous avez été également le président du comité national. Rappelez-nous exactement comment les choses se sont passées avec la mise en place de ces commissions. Dans un premier temps, lorsque les cas ont été annoncés en Guinée, il a été mis en place un comité de gestion de l'épidémie. C'était au mois de mars. Alors ce comité de gestion des épidémies a très rapidement évolué lorsqu'il y a eu l'apparition du premier cas en comité de crise. Et dans ce comité de crise, nous avons eu des instances qui ont vraiment travaillé de manière remarquable. Et dans ces instances, on peut citer la commission qui s'occupe de la surveillance et des investigations, une autre commission qui s'occupe de la prise en charge et du contrôle de l'infection, la commission hygiène-assainissement, la commission qui s'occupe de la recherche et des aspects éthiques, une commission extrêmement importante qui s'occupe de la dimension sociale et du volet comportemental. Nous avons eu une équipe mobile d'intervention qui était tout le temps sur le terrain. Et c'est cette équipe-là qui faisait justement les prélèvements et qui les amenait au niveau de l'Institut Pasteur. Et il faut dire que pratiquement la communauté universitaire était impliquée, de même que les responsables des institutions et nos partenaires de manière globale. Nous avons parlé de l'OMS, il y en a d'autres aussi, on ne peut pas tous les citer, mais en tout cas c'est dans le cadre d'un partenariat où nous avons trouvé tous les acteurs au niveau de ces commissions. Je dois également dire que selon l'approche multisectorielle, les départements ministériels aussi étaient représentés. Et régulièrement, nous avons eu à tenir nos réunions, c'était chaque fois le matin à 7h30, tout le monde était déterminé, il y avait cet engouement, et nous avons toujours en perspective les orientations de Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, qui nous demandait de prendre en charge ce dossier comme un sacerdoce, et de rester vigilant et d'être très proactif. C'est ce que nous avons fait, et je dois me permettre de remercier en tout cas tous les présidents de commission qui sont ici représentés, qui ont joué leur partition, et aussi avec l'implication de nos structures de référence. Je ne veux pas oublier par exemple l'hôpital FAT, qui a géré le cas. Tout à l'heure, le professeur Seydi y reviendra. Mais je ne veux pas non plus oublier ces multiples rencontres qui ont été dirigées par Madame le ministre de la Santé, qui a eu à rencontrer les partenaires sociaux, le Parlement, l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social, les partis politiques, les praticiens. J'aurais pu continuer à citer, mais je pense qu'il ne faut pas que j'oublie aussi le secteur privé, qui a été bien représenté et bien présent.
Et je ne dois pas aussi oublier aussi le rôle d'autres secteurs comme le ministère de l'économie et des finances pour parler un peu des ressources financières. Parce que sans ressources financières, c'est sûr qu'on ne pourrait pas gérer ce volet extrêmement important. Et là, dès le départ, l'État a mis à nos dispositions une enveloppe de 150 millions gérée à partir de la direction de la prévention. Parce qu'il s'agissait dans un premier temps de gérer des aspects entrés à la surveillance aux investigations. Nous avons parlé tantôt de démarche, Madame le ministre. C'est la démarche du ministre que vous avez été pour gérer la question en tant que spécialiste des maladies infectieuses. Je pense qu'il faut parler plutôt de management, d'une équipe faite de personnes compétentes et de personnes engagées. Et c'est surtout ça qui a été important. Le reste, bien sûr, c'est l'expérience de chacun. Mais c'est cette famille qui se voyait presque tout le temps. Et c'est ça qui nous a permis vraiment d'avoir des résultats que nous avons eus aujourd'hui. Je voudrais réagir parce que vous avez montré tout à l'heure, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Macky Sall, qui a parlé au niveau de cette rencontre Afrique-États-Unis. Et on peut dire que c'était même avant que nous ayons un cas. Il avait interpellé la communauté internationale. Et il faut dire que c'est ce leadership qu'on attend de tous nos décideurs. Il faut savoir voir les choses, être visionnaire, parce qu'en définitive, il fallait montrer que le problème de Ebola peut-être était très grave dans certains pays, notamment la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Mais il fallait également sensibiliser l'opinion publique pour montrer que c'était une réelle menace sanitaire mondiale. Et je pense que ce rôle qu'il a joué a été déterminant dans certaines prises de position. Pour parler du cas, nous avons dit que ça a été un cas guéri, traité et guéri au Sénégal. Reportage de Ouley Cham Prera. Enfin, un visage sur le nom du célèbre jeune Guinéen qui avait importé le virus Ebola au Sénégal il y a un mois. Pour la première fois, Mamadou Aliou Diallo accepte de se faire filmer. Aujourd'hui, c'est un sujet complètement guéri qui regarde avec regret et amertume certaines choses dans le rétroviseur. Je suis vraiment désolé d'être le premier à être suspecté de cette maladie au pays. Bon, ce n'est pas le fait d'envoyer ce drame pareil au pays ici qui m'avait envoyé, mais seulement pour faire les vacances et puis j'avais d'autres objectifs. Mais je dis vraiment au peuple du Sénégal, au gouvernement, à tout le monde, à tous les Sénégalais que je suis vraiment désolé, d'être le premier à être suspecté de cette maladie au pays. Aujourd'hui, ce jeune Guinéen a décidé de rentrer dans son pays d'origine afin de mieux s'investir auprès des siens dans la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola qui est en train de faire des ravages dans toute la sous-région. J'ai d'autres choses d'abord à faire dans la famille et après tout ça, j'ai décidé de voir comment m'entretenir avec des personnalités qui s'occupent de la santé, non pas pour la Guinée seulement, ou pour l'Afrique de l'Ouest, mais à mon avis, je veux contribuer à la santé, à la bonne santé mondiale, même pas africaine, mais mondiale. Et je ferai tout possible, je ferai tout de mon mieux pour au moins contribuer, même si c'est pour une journée. J'ai décidé aussi d'aller voir au moins la tombe de ma maman et en plus faire les autres choses à faire. Les autorités sénégalaises ont très tôt pris en charge ce cas importé qui avait effrayé tout le Sénégal. Mais aujourd'hui, ces médecins traitants ont de quoi être satisfaits. Nous ne sommes pas des juges, nous n'avons pas autre chose à faire à l'hôpital que de prendre en charge les malades comme il se doit. Nous avons fait de notre mieux avec toute l'équipe des maladies infectieuses, les infirmiers, Bolignan ici présent, les médecins, mon point focal notamment, le docteur Daïka, toute l'équipe s'est mobilisée, le service d'hygiène. C'est important que
les gens comprennent que c'est toute une équipe qui s'est mobilisée pour prendre en charge ce patient. Et tout s'est très bien passé, alhamdoulilah, et nous pensons qu'il a compris que nous avons toujours respecté ses droits. Nous n'avons rien fait vraiment en négligeant ses droits. Le président de la République Macky Sall a remis un appui symbolique aux jeunes Guinéens. Ces médecins traitants peuvent souffler et pousser un ouf de soulagement, eux qui ont été très souvent stigmatisés. Que les gens évitent la stigmatisation, ça c'est un point important. Je le dis parce que je l'ai vécu. Même nous médecins, on a été stigmatisés par des collègues. Donc si vous imaginez, si un collègue peut stigmatiser un médecin, que va faire? Et ça pas la peine de stigmatiser toute une population. Donc ça, c'était un cas importé. Il est venu au Sénégal, il a été bien géré. Et également là aussi, je salue vraiment l'engagement du ministère de la Santé. Je pense que là, on a senti qu'il y a une équipe qui a pris en charge ce patient. Vraiment, je suis vraiment content d'être d'abord guéri. Et en plus, je suis vraiment content des personnels de l'hôpital. Et ainsi que tous qui m'ont soutenu financièrement ou autre. Bon, ils ont compati aux douleurs que j'ai endurées, aux douleurs de ma maladie, à la perte de mes parents. Et en plus, je remercie beaucoup le gouvernement sénégalais, je remercie le ministère de la Santé, je remercie le président de la République. Alors nous sommes venus vous en même temps au revoir parce que vous avez décidé justement de rentrer chez vous aujourd'hui. Nous sommes venus de la part de Monsieur le Président de la République et de Madame le Ministre de la Santé. Nous savons que pendant votre hospitalisation, que vous êtes venu avec des bagages, etc., qu'on a été obligé ici à l'hôpital de détruire. Ce sont des procédures normales donc, qui sont utilisées quand un malade est hospitalisé à la suite d'une fièvre à virus Ebola. C'est pour ça que Monsieur le Président de la République a pensé vous faire cet appui financier, voilà, qui vous permet d'être plus à l'aise une fois que vous serez chez vous. Vous recevez également ces encouragements, les encouragements de Madame le Ministre, et tous vous souhaitent un bon retour chez vous et surtout une bonne continuité, en tout cas tout le meilleur, tout ce qu'il y a de meilleur pour la suite. Ce jeune bachelier guinéen qui rêvait de passer ses vacances à Dakar ne verra finalement la capitale sénégalaise qu'au cours de ce court trajet entre l'hôpital Fann et l'aéroport militaire de Ouakam. Thiam Prera, pour revenir sur le cas, quand on sait que c'est un jeune étudiant qui était venu passer ses vacances au Sénégal, nous avons avec nous son oncle qui l'a accueilli chez lui. Gorgui, li ñu lay bëgg a njëkk a laaj rek ci Alimou ndax bi muy ñëw Sénégal yëgoon nga ne dafa waroon ñëw. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu mbooloom yëpp di leen sant di leen gërëm. Alim bu muy ñëw daanaka yëguma ko parce que woon na ma téléphone ñetti yoon ne dafa bëgg ñëw ci man pour 2 mois vacances. ma ne ko fu mu nekk nii ndekk bi neexul liggéey bi doxul dama njaboot léegi da ngay nekk foofu après weer bi de après école bu bee daal dinaa la yónnee dara mu ne ma waaw mu nekkaat ñaari fan mu woo ma mu ne dina ñëw ma ne bul ñëw de fu mu nekk nii wax ma fi nga war a nekk nii parce que fii Dakar après mu nekk benn fan ay fan rek mu woo ma mu ne mu ngi Manda mu ne mu ngi ñëw si yoon bi maanaam waxoon naa la bu ñëw de mu naa ñëw naa de parce que bëgg naa di gis foofu après mu ñëw mu nekk bitik la mu nekk ba guddi mbooru 4 heures du matin mu woo ma mu ne mu ngi Pikine garage Pikine mu ne ñëw na ma ne ok ginnaaw ñëw nga waxoon naa la bul ñëw léegi jëlal oto nga ñëw mbaar si du motala da nga may fekk foofu. mu xamee ne dafa feebar yéen bi ngeen ko xamee. yow tiitoon nga wala tiituloo. mais bi ma xamante ne feebar na daanaka bu njëkk bi tiituma parce que dama yaakaar ay pali la parce que daawoon na feebar pali bu feebaree après ma yóbbu ko hôpital kii unité 9 dispensaire bi mu nekk foofu ñu faj ko ba mu yàgg tanewul ni ma ko gisee ma ne ko léegi xaaral ma jël ko ma yóbbu ko Fann ma ñu seet ndax feebar bi du wàllaat affaire bi noonu la demee. léegi yow
bi xale bi wëree. tey xale bi ñibbi. lan nga bëggoon wax sénégalais yi ak kilifa yi nga xam ne ñoo leen jàppale ci loolu. kanaa di leen sant di leen gërëm di kontaan si état bi kontaan si docteur yëpp kontaan si Sénégal yëpp amul mag amul xale ndax nu ma jàppale xale bi ñu faj ko ba mu weer ñu delloo ko ndekk ba loolu kontaan naa si. Professeur Seydi, c'est dans votre service que le cas a été géré. C'est le service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann. C'est vrai que ça n'a pas été évident, ça n'a pas été facile, mais vous êtes parvenu à gérer ce cas. Aujourd'hui, si on avait intérêt à faire un flashback souvenir pour se rappeler ce qui a été fait, et dans le cadre du dispositif, dans le cadre de la surveillance, mais également dans le cadre de la prise en charge. Vous, en tant que professeur, qu'est-ce que vous allez nous dire? Et je me rappelle, j'avais dit à tous mes collègues que risque zéro pour le personnel. Ne craignez pas de créer des fausses alertes pour tester le système. C'est ainsi que, je donne juste un exemple, quand un Libanais est venu du Libéria, lui-même il est venu à l'hôpital en disant que je suspecte d'être atteint de la maladie à virus Ebola et que je voulais être isolé. Je leur ai dit de le considérer comme tel et toutes les mesures ont été faites. Ce patient a été pris en charge jusqu'à ce que les résultats reviennent négatifs. Mais quand on a révisé plus tard la définition des cas, la nouvelle définition correspondait à l'état de ce patient lorsque nous l'avions reçu en premier lieu. Donc c'est une fausse alerte, c'était une fausse alerte, mais une fausse alerte raisonnée et raisonnable. Nous, on était prêts. C'est pour cela que pour gérer ce cas, ça n'a pas été très difficile. Même si les gens avaient peur, c'est possible. Mais personne ne l'a manifesté. Tout le monde était volontaire. Personne n'a reculé. Donc tout a été géré de manière tout à fait professionnelle. Et bien sûr, quand il y a des cas pareils, il faut parler aussi avec la direction de l'hôpital. Parce qu'il ne sert à rien de prendre en charge un cas et après qu'il y ait des cas secondaires, notamment au niveau du personnel. Donc nous avons discuté avec la direction et un comité a été municipé au niveau de l'hôpital Fann. Pour avoir écouté le professeur Seydi, est-ce un sentiment de fierté par rapport à ce personnel de santé qui a pris à bras le corps ce cas importé, guéri au Sénégal? Bien sûr, et je peux dire aussi fierté par rapport au fait que j'ai beaucoup d'anciens élèves dans ces équipes-là. Et ne serait-ce que le professeur Seydi, le docteur Diak aujourd'hui, et toutes ces personnes, c'est des liens particuliers que j'ai avec ces dernières. Et j'ai considéré que c'était vraiment une fierté pour le Sénégal d'avoir un personnel. Et là, je parle de tout le monde, comme il dit, les professeurs, les médecins, les infirmiers, les garçons de salle, les brancardiers, tout le monde s'y est mis. Et en réalité, c'est vraiment ce travail d'équipe qui a permis d'avoir les résultats que nous avons. Donc c'est un sentiment de fierté, mais encore une fois, c'est un apprentissage. Et il faut que nous sortions de cela encore plus aguerris et avec encore plus, disons, de possibilités de faire des choses, je peux presque dire, si l'on prend en compte ce cas-là, des choses qu'on n'aurait même pas pensé peut-être pouvoir être faites au Sénégal. Et ça, il faut toujours mettre disons, aller le plus loin possible pour moi. C'est vraiment important. Et je peux dire que c'est une fierté pour le Sénégal, mais c'est aussi une manière de dire allons plus haut, faisons encore mieux, faisons notre bilan, regardons ce qui a marché, regardons ce qui a moins bien marché, essayons d'améliorer les choses, de corriger les erreurs, et c'est ça qui nous permettra d'aller de l'avant. Donc voilà un peu le sentiment que j'ai. Et je voudrais surtout qu'on ne considère pas que c'est formidable, on a trop bien travaillé et dormir sur nos lauriers. Il faut que nous continuions à être vigilants et à être prêts à toute éventualité. Parlons un peu de ce qui a été fait au niveau des commissions. Nous allons parler d'abord de la commission suivi, des contacts, mais également de la communication en passant par la surveillance. Commençons d'abord
par le doyen Ndiaye. Ndiaye, à travers votre commission, est-ce que vous pouvez nous dire exactement comment les choses se sont passées? Il y a eu les kits d'hygiène, mais il y a eu également le soutien matériel apporté au niveau de l'unité 7. La fameuse maison d'où venait ce garçon, il y avait 34 personnes dans cette maison. Et il fallait les soutenir sur le plan matériel, sur le plan alimentaire et sur le plan de l'hygiène. Ça a été fait et vraiment très bien fait avec le soutien de toutes les autorités au niveau de la zone, à savoir le sous-préfet, le maire, qui ont été vraiment très très dynamiques dans cette affaire-là. Nous avons également un autre volet de l'action de notre commission, c'était le soutien psychologique. Le soutien psychologique a été mené à partir de l'hôpital de Fann et le professeur Aïda Silla a géré elle-même ce comité ce groupe de soutien psychologique qui avait comme clientèle non seulement le personnel de santé de l'hôpital et en particulier les personnes qui étaient estimées être des sujets contacts. Donc ces personnes ont été prises en charge par le groupe de soutien psychologique. Il y a également que nous avions pour projet de prendre en charge les personnes qui étaient, disons, au niveau de l'unité 7, dans cette fameuse maison toujours, et également le personnel du centre de santé de l'unité 7. Ce personnel également avait besoin de soutien psychologique et donc l'équipe qui a été conduite par le professeur Aïda Silla a pris en charge tout ce personnel-là. Merci M. Ndiaye. Nous passons à la commission communication avant de parler de la surveillance avec le docteur Elhadji Mamadou Ndiaye. Communication avec M. Aloïs Diouf. Rappelez que si le Sénégal a pu gérer le cas, c'est parce que le Sénégal s'est préparé depuis le mois de mars. Il faut dire qu'avant l'entrée de ce cas-là au Sénégal, il y a eu tout un travail préliminaire qui a été établi avec des dispositifs qui ont été mis en place au niveau des frontières, mais aussi avec l'élaboration d'un plan de communication. Cette communication a eu comme principe la transparence, la confiance. Et je crois qu'à plusieurs reprises, Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale l'a répété au cours des points de presse qu'elle a tenus, et a eu comme objectif de pouvoir enseigner à la population les moyens, les signes de la maladie, a eu pour objectif de pouvoir permettre à la population de connaître et de mieux appréhender les mesures de prévention de la maladie, mais aussi a permis, dans ce contexte de crise, de rassurer la population. Il y a eu une communication pour rassurer la population, il y a eu une communication pour susciter l'adhésion et l'appropriation par les populations de ces mesures de prévention qui étaient dictées, mais il y a eu aussi une communication pour créer une mobilisation et une synergie des interventions qui ont eu lieu pendant cette période de crise. Je veux parler des partenaires techniques financiers, je veux parler de la société civile. Il fallait, au-delà de l'appel à la mobilisation, pouvoir créer une synergie. Et pour cela, différentes stratégies ont été développées. Il y a eu ces rencontres de plaidoyer. Vous avez montré tout à l'heure le président de la République aux États-Unis lancer un appel fort à l'ensemble de la communauté internationale. Madame le ministre de la Santé a tenu de nombreuses rencontres de plaidoyer avec les parlementaires, le Conseil économique et social, les partenaires techniques et financiers. Il y a eu, dans le cadre des activités de communication, des renforcements de communication qui ont été faits pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau des régions. Et là, c'est l'occasion pour moi de dire que les activités de communication ne sont pas les activités le plus souvent visibles. Il y a un travail qui est fait en amont, de manière très souterraine au niveau des régions médicales. Ce travail de formation des acteurs de la communication, cette mise à disposition des supports de communication aux régions médicales et aux districts n'a pas besoin de fanfaronnade, n'a pas besoin de publicité.
Merci Aloïse. Nous allons passer à El Hadji Mamadou Ndiaye de la surveillance, juste après l'association des femmes médecins. C'est une commission qui avait pour objectif de répertorier l'ensemble des contacts du malade et d'assurer le suivi de ces contacts matin et soir pendant au moins 21 jours. C'était une tâche qui n'était pas très aisée. On a eu donc à répertorier 74 personnes qui, d'une manière directe ou indirecte, ont été en contact avec le patient. Il faut rappeler au passage que la bataille de Ebola se gagne ou se perd avec le suivi des contacts. C'est extrêmement important. 74 contacts, mais il fallait également que ce patient essaye de répertorier son itinéraire depuis la Guinée jusqu'à l'entrée au Sénégal. Nous avons essayé de reconstruire le circuit depuis la Guinée, ce qui s'est passé autour de sa famille en utilisant des informations grâce à l'appui de nos partenaires, de voir son entrée au Sénégal, là où il a séjourné, où il a pu passer ou changer de véhicule. Nous avons quand même pu cerner près de 98% de son passage jusqu'à son entrée dans le territoire et son arrivée au niveau des parcelles assainies, mais également au niveau du service des maladies infectieuses. Le suivi des contacts consistait à former d'abord des agents qui nous aideraient à aller chez les sujets contacts, en fait, qui ne sont pas malades, parce qu'ils ont uniquement été, d'une manière ou d'une autre, liés aux patients à un moment de sa maladie. Il fallait les voir matin et soir, s'enquérir de leur état de santé, mais s'enquérir également de l'état de la température. Mais également répertorier immédiatement tout signe anormal, le remettre dans le dispositif que ce patient ou ce malade, parce que dès qu'il passe de contact normal à une personne qui présente une fièvre ou plus ou moins certains signes, c'était devenu une personne suspecte et il fallait immédiatement organiser son isolement et son prélèvement. Non seulement il fallait le faire, mais il ne faudrait pas également oublier qu'à l'échelle du territoire, il fallait également que cette commission essaye de voir par rapport à toutes les alertes et par rapport à la surveillance du territoire, parce qu'il n'y avait pas que les contacts à suivre. Il fallait suivre les contacts, mais il fallait également suivre à l'échelle du pays toute personne qui répondrait à ce qu'on appelle dans notre jargon à la définition de cas, pour qu'on puisse mettre en branle notre dispositif, parce qu'il y avait également un circuit bien établi. Il fallait lancer le circuit pour qu'on puisse rapidement faire les gestes qu'il faut, c'est-à-dire isoler les malades, se protéger, faire les prélèvements, les acheminer dans un contexte sécurisé au niveau de l'Institut Pasteur de Dakar et attendre également les résultats. Nous avions la redoutable tâche de statuer sur, dès qu'une personne change de statut, de dire que voilà, elle entre dans la définition de cas. Personne ne souhaite en tout cas communiquer à Madame le ministre l'information redoutée qu'il s'agit d'un deuxième cas. On a suivi donc du 29 pratiquement jusqu'au 18 octobre où c'était pratiquement le jour de la délibération où le dernier contact devait sortir. Lorsque c'est sorti, tout le monde, à la réunion de crise, tout le monde se disait aujourd'hui c'est le jour fatidique. Et malheureusement ce jour, encore une fois, il y a une personne qui a changé de statut. Il fallait encore essayer de prélever. On a prélevé, mais heureusement l'Institut Pasteur encore, toujours zéro faute par rapport à l'Institut Pasteur, un clin d'œil à l'Institut Pasteur, qui nous a communiqué dans les heures ce qui s'est passé et que les résultats étaient négatifs. Et que le lendemain, on a dit que pratiquement, on peut affirmer que le Sénégal est sorti, en tout cas par rapport à l'infection. Les personnes qui étaient là, en tout cas, Monsieur Diallo n'a contaminé aucune personne sénégalaise. Mais on allait se donner 21 jours supplémentaires pour affirmer et certifier que la fin de l'épidémie au Sénégal. Nous allons passer à l'association des femmes médecins avant de donner la parole au syndicat. Madame Aminia Mandaou. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord vraiment féliciter le ministre de la Santé et toute son équipe pour la gestion de l'épidémie à Ebola. D'abord, la transparence dans la gestion, la transparence dans la communication, je pense que c'était très très important. Et toute la population sénégalaise a vécu, en même temps que le ministère, toutes les étapes et s'est engagée.
Et donc, il fallait que nous parlions aux familles, aux femmes, pour qu'elles puissent bien comprendre la maladie, respecter les règles d'hygiène et être prêtes par rapport à la riposte s'il y a des cas qui se présentent. Et donc, l'association s'est réunie et nous avons mis un plan d'action clair, parce que notre rôle est d'accompagner le ministère, notre rôle est d'accompagner la politique de santé, et c'est ce que nous avons fait en termes de formation des femmes médecins, formation au niveau des structures. Il faut dire que le plan d'action continue à être déroulé parce que ce n'est pas fini. Nous ne baissons pas la garde parce que nous avons un pays frontalier où la maladie sévit encore, et nous continuons la communication, la formation, la sensibilisation au niveau des populations pour être sûr que tout se passe comme il faudrait. Donc voilà ce que nous faisons, et nous réitérons notre disponibilité à accompagner le ministère, et encore une fois bravo pour la gestion de cette épidémie. Bravo également à l'association des femmes médecins. À présent, les syndicats Mballo Diacham, Mbaye Paye, Jomane. Merci M. Diouf de nous avoir conviés à l'émission. En tout cas, pour ce qui concerne le SUTSAS et dans notre rôle de sentinelle et de pionnier, le 25 mars, déjà, nous avions alerté en disant fermer les frontières. On le disait parce que seulement on y croyait, parce qu'une maladie qui n'a ni vaccin ni traitement, en tout cas traitement disons, étiologique comme on le dit, la première mesure de prévention, c'est que cette maladie-là ne vienne pas, surtout qu'elle n'a jamais sévi ici à l'état, disons, endémique. Comme on le dit, c'est un cas importé. Donc c'est un réflexe des syndicalistes, parce que aussi c'est les personnels de santé qui, disons, payent le plus lourd tribut. Vous voyez les statistiques, que ce soit en Sierra Leone, Guinée, etc. Les personnels de santé font partie, donc, les groupes les plus touchés et qui en sont morts, parce que Ebola ne pardonne pas. Et nous en profitons aussi pour nous incliner sur la mémoire de tous ces personnels donc, qui sont décédés du fait de cette maladie. Donc la maladie est suffisamment grave. Nous avons connu aussi à alerter, et quelles que soient, disons, les préoccupations des uns et des autres, nous avons continué à communiquer là-dessus. Et tout récemment aussi, nous avons fait quoi? Nous avons fait en sorte que la communauté syndicale, l'ensemble des centrales syndicales réunies dans la CIC, c'est, disons, 95% pardon, des effectifs, disons, de ce pays-là. Nous avons, disons, organisé un panel de contribution à la riposte contre Ebola. Et ça nous a permis, disons, avec des panélistes de haut niveau, tels que le Dr Diack, directeur général de la santé, quelques experts de la santé et sécurité au travail, d'autres experts de la communication. Donc, disons, de passer en revue cela, et disons, dans les prochains jours, on remettra, disons, de manière solennelle aux leaders, qui peut-être ne manqueront pas aussi de remettre ces conclusions-là au chef d'État, donc la contribution des centrales syndicales à la riposte contre la maladie. Merci. Je voudrais remercier encore une fois, au nom du syndicat autonome des médecins du Sénégal, Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, pour son engagement, sa détermination, mais également pour la façon dont elle a pu gérer avec son équipe, bien sûr, et l'ensemble des commissions, cette épidémie, qui est une épidémie de portée mondiale. Et ce qui se passe actuellement au niveau de tous les continents, nous que, en tout cas au Sénégal, nous avons des équipes médicales, paramédicales, extrêmement dévouées, bien sûr, sous le leadership de Madame le ministre de la Santé et de l'ensemble de ses collaborateurs. En tout cas, nous, au niveau du syndicat autonome des médecins du Sénégal, tout le monde le sait, encore une fois, je le répète, nous avons arrêté notre mouvement de grève le 28-29 mars à cause de l'épidémie à virus Ebola. Et heureusement, nous avons bien fait de le faire. Ensuite, nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous avions fait un communiqué de presse que nous avons envoyé à tous les médias en rappelant des dispositions. D'abord, comme l'a dit M. Mballo Diacham, la fermeture des frontières. Nous étions pour, parce que il était inconcevable. Nous avons dit que nos frontières sont poreuses, donc il fallait les fermer, mais bien sûr, nous l'avions dit en respectant le règlement sanitaire international, donc pour éviter la propagation des maladies, mais également en prenant des actions de santé publique proportionnées ou limitées au risque que cette maladie encourait pour la santé publique, mais en évitant également de créer des entraves au transport et au commerce donc internationaux. Je vous remercie. Monsieur Jomane du Sintras. À mon tour,
Je vais adresser mes salutations d'abord à Madame le ministre pour son leadership, mais également au comité technique qui a travaillé d'arrache-pied pour arriver à ces résultats. Nous avions également demandé aux camarades de continuer ce travail-là et d'essayer de renforcer les acquis. Parce que nous avions l'impression qu'après que Madame le ministre ait déclaré que le jeune Guinéen était déjà hors de danger, que l'ensemble des Sénégalais avaient baissé le bras. Alors que c'est maintenant qu'il faut rester encore davantage vigilant. Vigilant parce qu'autour de nos frontières, les porteurs du virus Ebola existent et sont en train de vivre. Et nos frontières, comme vous le savez, sont poreuses. Moi, je suis du Sud, je sais de quoi je vous parle. Donc, c'est pour vous dire également que nous devions encore renforcer la vigilance, et rester également, travailler en groupe, renforcer la synergie et également permettre à nos travailleurs également d'avoir assez de moyens pour que nous, dans un proche avenir également, que nous puissions nous réunir autour dans ce jardin-là, évaluer ce qui est encore fait par rapport à cette maladie. Voilà ce que je voulais dire de manière brève et je vous remercie. Parlons à présent du corridor humanitaire. Il a été question du corridor humanitaire général, Saliou Ndiaye. Aujourd'hui, si vous pouviez résumer en quoi consiste le corridor humanitaire, qu'allez-vous dire aux téléspectateurs qui vous regardent ce soir? Je vous remercie, M. Diouf. Le corridor humanitaire a été une volonté du président de la République. Et comme dans l'intervention qui a été tout à l'heure projetée lorsqu'il était aux États-Unis, dans le cadre donc de la réunion Afrique-États-Unis. Et à partir de ce moment, il fallait s'inscrire dans une logique d'entraide internationale, puisque les Nations Unies avaient voté une résolution pour que la communauté internationale puisse apporter aux pays qui ont été affectés par le virus Ebola, l'épidémie à virus Ebola, tout le soutien nécessaire. Et dans ce corridor humanitaire, il n'y a pas moins de 6 départements ministériels qui y sont représentés. Et c'est en cela que le président de la République m'a désigné comme le coordonnateur. Maintenant, en parlant du corridor humanitaire et de son fonctionnement, c'est rien d'autre que le transfert d'un terminal normal, aéroportuaire, quelque part, compte tenu de la singularité de cette affaire d'Ebola. Nous avons, comme je le disais tantôt, tous les ministères qui y sont représentés. Je ne voudrais pas me mettre à citer, mais c'est dire tout simplement que ceux qui y travaillent le font en toute synergie. Maintenant, quand on dit qu'il y a un corridor humanitaire qui est ouvert et dont l'objectif est de pouvoir apporter le soutien à des pays qui sont affectés, il est tout à fait normal et légitime que les populations s'inquiètent un tout petit peu. Mais devant cette inquiétude qui peut être potentielle, je voudrais tout simplement rassurer en disant que le corridor humanitaire fera un travail sans état d'âme. Cela veut dire un don de soi pour que toutes les mesures que nous avons édictées dans un document et que nous avons appelé procédure opérationnelle puissent se dérouler normalement avec la collaboration des partenaires stratégiques que sont les Occidentaux de façon générale. Le corridor humanitaire, c'est ce qui présentera le plus de garanties par rapport donc à l'étanchéité. Mais nous avons des frontières terrestres qui sont poreuses. Et à partir de ce moment, si d'aventure on avait un cas, j'ai dit si d'aventure, c'est pas que je veux être un oiseau de mauvais augure, mais c'est des présuppositions parce que nous, dans notre manière de travailler dans les armées, nous ne laissons aucune possibilité pour être surpris plus tard. Nous faisons même des présuppositions. Cela voudrait dire les cas les plus défavorables pour que si d'aventure quelque chose se présentait, que nous ayons les outils de pouvoir vaincre cet ennemi. À titre indicatif, je peux vous dire qu'il y a pas moins de 20 avions qui ont déjà
utiliser le corridor humanitaire pour pouvoir se rendre dans les 3 pays ciblés que par pudeur, je ne vais pas me mettre à nouveau donc à citer. Et à partir de ce moment, nous devrions pouvoir avoir les moyens matériels et financiers pour concourir à la résolution donc de cette crise qui est aiguë et qui a pour nom l'épidémie à virus Ebola. Le ministère des Transports aériens et du Tourisme s'est beaucoup impliqué dans la gestion de la maladie à virus Ebola. Le ministère est représenté aujourd'hui par une dame, conseillère technique chargée des aménagements. Madame, certainement, le point de vue du ministère par rapport à la gestion de la maladie à virus Ebola. Alors, très tôt, nous nous sommes impliqués, d'abord sur 2 fronts. D'abord parce que nous sommes le département du transport aérien. Nous étions la première barrière contre le virus. Nous avons instauré d'abord un système de surveillance aux aéroports, notamment à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Les ADS et ANACIM se sont réellement impliqués pour assurer que toutes les précautions sanitaires soient prises. Aujourd'hui, quand un voyageur, encore aujourd'hui, traverse les portes de l'aéroport, ils sont contrôlés, on vérifie leur température pour s'assurer qu'ils ne sont pas au moins des cas suspects. Ensuite, à partir du 21 août, nous avons décidé de fermer les frontières de concert avec les autres départements ministériels, ce qui a posé quelques polémiques, mais aujourd'hui, nous ne regrettons pas du tout d'avoir pris cette décision. Donc, l'autre aspect sur lequel nous devions être aussi, c'était de pouvoir rassurer les acteurs du tourisme qui sont derrière nous. Nous avons un secteur privé qui aujourd'hui a déjà beaucoup de difficultés et qui compte sur nous pour que nous sauvions la saison touristique à venir. Nous sommes à quelques semaines de l'ouverture. Heureusement, l'OMS a pu déclarer le Sénégal comme pays non atteint, mais comme ça a été dit auparavant, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de cas qu'il n'y a plus de risques. Donc nous avons ce rôle d'être des gens qui rassurent le secteur, qui rassurent les touristes à l'étranger, mais aussi nos partenaires économiques. Et je pense que dans ce sens, nous sommes en train de rassurer aussi les Sénégalais de l'extérieur ou les Sénégalais même dans l'intérieur du pays qui ont peur de voyager, qui ont peur de vivre à proximité, comme vous le dites, de ces aéroports. Nous sommes aujourd'hui en train de jouer ce rôle de relations publiques. Je voudrais aussi remercier l'OMS qui nous a beaucoup appuyés, qui a été avec nous, qui nous a accompagnés dans les dispositifs aéroportuaires et qui, il y a récemment, a félicité justement ce dispositif qui a été très efficace et continue aujourd'hui à être efficace. Madame le ministre, parmi les principes directeurs par rapport à la gestion de la maladie à virus Ebola, vous aviez beaucoup insisté sur la vigilance et le respect strict des mesures d'hygiène et de prévention. Aujourd'hui, le message... Je voudrais dire que nous avons aussi parlé de transparence. C'est-à-dire qu'il faut que le peuple sénégalais, que toutes les institutions nationales ou internationales aient confiance dans le message que nous portons, qui est un message vrai, qui est un message qui sera toujours très clair. Nous avons, sur les instructions de Monsieur le Président de la République, clairement identifié cet élément comme un élément fort et qui contribue à ce que nous savons comme qualificatif pour le Sénégal d'un pays démocratique. Vigilance et respect strict des mesures d'hygiène et de prévention, c'est également l'occasion de dire merci au SAMU national. Le SAMU, comme vous le savez, a procédé à certains prélèvements d'une manière prompte, rapide, mais très efficace. C'est pourquoi, avant de passer à la deuxième partie, nous allons écouter un artiste sénégalais de renom. Cet artiste, connu au pays de la Teranga, du continent africain, mais également du monde en général, il s'appelle El Hadj Ndiaye. Seen jàmmu yaram maa ngi leen di nuyoo di leen laaj seen jàmmu yaram bonjour, comment ça va et comment va la santé?
comment ça va et comment va la santé. Iwai wir ki aram le le le. Iwai wir ki aram iwai wir le. Changai tale bayeku. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Suma tante ji nekk kawga, tante ji nekk kawga, tétanos tanel ko tagañu woon nak ileer jël suuf taf ca góom ga. Mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Le 20 septembre 2013 que le chef de l'État avait lancé la couverture maladie universelle. Le 20 septembre 2014, le professeur Seydou Badiane et toute son équipe avaient tenu à fêter cet événement, mais également s'inscrit dans une logique du futur. Professeur, pour revenir sur l'an 1 de la couverture maladie universelle, quelles sont les lignes directrices que vous pouvez évoquer ce soir? Depuis un an aujourd'hui, ce programme de couverture maladie universelle, et il n'est en vérité ni plus ni moins que la traduction d'une volonté politique de l'État de réduire les inégalités dans l'accès aux soins des populations, en particulier les populations les plus pauvres, et d'accroître l'équité. Parce que si nous atteignons notre objectif de réaliser la couverture maladie au Sénégal, cela garantira à l'ensemble de la population sénégalaise la possibilité de disposer, au moment où elle le désire, de soins de qualité à moindre coût sur toute l'étendue du territoire. Et ces soins pourront être promotionnels, préventifs, curatifs et promotionnels. Il faut rappeler que la pertinence de ce programme tient en particulier à l'analyse de deux constats. Le premier, c'est que l'immense majorité de la population sénégalaise ne dispose de couverture maladie aucune. Seuls 20% de la population en dispose et concerne les salariés en général. 80% de la population, représentée par les populations qui sont dans les zones rurales et les secteurs informels de ville, n'en disposent pas. Et ils constituent la cible principale du ministère de la Santé. Et aujourd'hui, nous pouvons décliner les résultats que nous avons engrangés durant cette année de mise en œuvre à travers deux axes, sachant que notre stratégie en comporte trois. La troisième, qui concerne l'assurance maladie obligatoire, est sous la responsabilité du ministère du Travail. Les deux axes sur lesquels je viendrai sont d'abord la promotion et le développement des mutuelles de santé, qui est notre axe prioritaire. Il s'agit pour nous, dans toutes les collectivités locales du Sénégal, de mettre en place une mutuelle de santé au moins, ou d'en restructurer celles qui existaient et qui ne fonctionnaient pas. Ainsi, ces mutuelles de santé pourraient être mises en réseau à un niveau départemental, puis régional, puis national. Les 2 années que nous avons passées, 2013 et 2014, constituent ou ont constitué une phase de démonstration de notre stratégie, au cours de laquelle nous avons choisi un département par région. Ce sont les départements pilotes, et nous avons matérialisé notre stratégie dans 14 départements aujourd'hui. Les considérations générales que nous pouvons en tirer, c'est qu'après une année d'activité, dans un mode absolu, nous avons développé, nous avons mis en place et nous avons restructuré plus d'une centaine de mutuelles de santé. En termes d'adhésion et de bénéficiaires, nous avons
enregistré de façon notable un accroissement de ses adhérents et de ses bénéficiaires. Et c'est notamment depuis le mois de décembre 2013 jusqu'au mois de juin 2014, nous sommes passés d'environ 150 000 bénéficiaires à 178 000 bénéficiaires. Il est évident que ce bilan devra être approfondi dans les périodes à venir. En tout cas, si on considère que dans tous les départements dans lesquels nous sommes intervenus, chaque fois que nous avons disposé d'un partenaire efficient pour nous accompagner, d'un leadership local extrêmement fort et d'un suivi et d'un accompagnement de l'État, nous avons enregistré des résultats extrêmement satisfaisants dans le développement de la mutualité. Nous allons tout à l'heure découvrir un reportage de Mme Oumou Baldé de la RTS. Depuis la nuit du 31 décembre 2012, le concept de couverture maladie universelle commence à être courant dans le langage des Sénégalais, même s'ils en ont qu'une compréhension approximative. Des fois, je l'entends à travers les médias. Bon, c'est une couverture qui est généralisée maintenant. Je pense que c'est une bonne idée. Hein. Si c'est pour faire la couverture des étudiants. Il paraît que c'est un projet qui consiste à doter la population d'une couverture maladie universelle. C'est-à-dire l'ensemble des populations, toutes les couches confondues. Au Sénégal, si tu n'as pas d'argent, si tu es malade, tu as tous les problèmes du monde. Hein? 80% des Sénégalais sont ainsi laissés en rade par le système de santé, faute de couverture sanitaire. C'est dans cet esprit que le chef de l'État annoncé lors de son discours à la Nation le 31 décembre la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. La couverture maladie universelle est un nouvel instrument de solidarité nationale devant permettre à chaque Sénégalais, quelle que soit sa condition, d'accéder à un minimum de soins. Un minimum de soins dont un maximum de personnes a besoin. En effet, 8 Sénégalais sur 10 ne bénéficient d'aucune couverture. Ils sont ainsi visés par ces nouvelles politiques sanitaires. Et qui sont-ils exactement? Ils appartiennent généralement aux couches sociales les plus défavorisées. Tous les secteurs dans l'informel vont être concernés, mais le monde rural, que ce soit l'élevage, donc les éleveurs, que ce soit également les agriculteurs. Donc toutes ces associations, tous ces regroupements sont concernés. Il y a aussi ces milliers de personnes inactives, mais il faut se rappeler que la CMU a un coût. Rien que la phase pilote a mobilisé plusieurs milliards. C'est juste un début et d'autres sources de revenus sont identifiées pour financer la réforme. Nous avons un plan qui est plus lié à des taxes sur le tabac, sur l'alcool, sur certaines choses qui en réalité peut-être sont nocives et en mettant des taxes, on pourrait récupérer quelque chose pour la santé. À côté de ces sources de financement de la CMU, l'État peut compter aussi sur ses partenaires traditionnels. L'OMS, c'est vrai, n'est pas une agence de financement, mais les partenaires de l'OMS peuvent financer les activités qui iront dans ce sens-là. Mais la pérennisation de la réforme de la santé repose surtout sur la contribution individuelle. Malades et bien portants doivent cotiser. Pour harmoniser tout cela, les mutuelles et les assurances seront mises à contribution. Nous allons à présent écouter Aliou Dia, qui est maire, l'implication des collectivités locales. Aliou, li ñu dégg ci couverture maladie universelle ndax dal na sa xel. maa ngi sant yàlla bu baax di wax ne maa ngi fi mën a wax ci qualité maire mais maa ngi wax ci turu ñi nga xam ne dañoo yore ay organisation paysanne du monde rural di rafetlu bu baax nag gis-gis boobu parce que taax yee fi nekk ak li nu tuddee kaw gi taax yi nag boo ko seetloo li fi manqué bëriwut waaye kooku moom la fa am bëriwut fii moom gannaaw li fi manqué bëriwut te fee la fa am bëriwut defe naa ne ku bëgg a sottal ku ne da ngay commencé fa dara amagut te sembu gis nañu ni ko président xalaatee muy xalaat bu rafet ñuy jàpp ne ñun ñoo tax mu jóg ndax bu ne ñi man seen bopp mooy borom 20% yi ci réew mi waaye 80% yaa nga fee
te 20% yooyu ñu doon wax ne mën nañ seen bopp sax dañ doon jooy ndax dañ naan boo gisee foo fajoo yaay jëndal sa bopp garab te garab yooyu di seer ñoom sax gisoon nañ fu ñu ko fajoo ak ku leen jëlal 4% 5e waaye ñun ñi nga xam ne nag léegi ñaare la ca ëpp fa nga koy fajoo day sori ndax communauté rurale bu ci nekk boo demee benn poste de santé nga cay fekk te communauté rurale yaatu su fekkee ne nag 80% yooyu demoon nañ ba amoon yaakaar ci 2004 bi ñu voté la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale nu jàppoon ne war nañu créer ay caisse de sécurité sociale pour mën a jàppale ñi nga xam ne ci wàllu paj meeg seeni sécurité ci biir waaye bi semi jógee ñun dañu gis ne dafa gën a ëpp yaakaar ca lañ dëxëñoon sax ci loi d'orientation agro-sylvo-pastorale ndax bu fekkee ne président dafa gis xalaat bi ba pare ne ku mënul sa bopp dinaa la joxeel 7000 yi ngay joxe ki man boppam da joxe 3500 ma joxeel ko 3500 loola ñun bi ñu ko déggee waa àll bi dañoo jàpp ne ku yàlla tàccul daal dañoo waxoon ne dala la def lu dul fecc yaa ngay tardeel sa bopp moo tax ñun ñu rafetlu ko mais ñuy sant nag ministre de la santé ak professeur Badiane ak équipe bi mu ànd ak yëpp ci SEMU parce que bi processus bi commencé ak léegi impliqué nañu ci ñi ngi jox xibaar yi bu ñu wootee fekkee nañu ko nunu aussi bu ñu fi jógee fekk naa fi ay ñu jiite kuréel ku mel ni suma xarit Moustapha Sylla dem nañu itam ba ca gox-goxaan ya wan leen ne leen lii président taxawal bu leen ci kenn jiitu bu ñuy taxawal mutuelle yi gannaaw bourse sociale yi yéen a ci ëppale woon te borom bourse sociale yi président da leen cotiser déjà 10 500 yoo xam ne jëlee na sa 7000 jël na ba boo dikkee sax ticket ba ngay joxe pour say lañ lay seetee diagnostic yi ñu di ko ci def muy 2000 yi def na ko ci fayal la sax ba photo bi kon nañ organiser wu ñun ñëpp ñu dugg ci biir mutuelle yi kenn ku nekk nag cotiser kenn ku ne la nga mën nga def ko ca parce que ñun fii la ñu amee chance faju fii la ñu amee chance bu ñuy yokk offre yi ñuy def ko ci kon waxuma la suñu xel dal na waaye suñu yaakaar tabbi na réew mi moom seen xel dal na ndax bokk na ci tey vocabulaire sénégalais yi SEMU man benn pël def ma woo barki di mu ne ma Alioune ko woni SEMU firtanam SEMU lan mooy SEMU maa mu ne ma tasal ma lan mooy SEMU ma wan ko ne ko SEMU daal président dafa bëgg ku feebar faju waaye nag bay leen xaar rek ne gratuité bi départ ba lañ joxe woon mooy ku feebar faju waaye ku ne da ngay làmb sa poos danañ leen làmbal nag départ waaye fàggul looy mottalee ëllëg kon bay loolu laa amoon man ci lu may joxe ci mbégte bu rëy bu àll bi am bu maire yi di xaar également kuréelu baykat yi sàmmkat yi ak nappkat yi ci li nga xam ne taxaw na muy SEMU. La couverture maladie universelle, c'est également l'offre et la demande. Nous pouvons écouter Madame la directrice générale de la PNA, la Pharmacie nationale d'approvisionnement, Madame Annette Seck Ndiaye. La pharmacie nationale est un établissement public de santé qui a une longue expérience en matière d'approvisionnement. Alors sa mission, elle est de pourvoir à la disponibilité et à l'accessibilité géographique et financière pour les populations à des médicaments génériques et produits essentiels, bien entendu de qualité et au meilleur coût possible pour les populations partout où elles se trouvent sur l'ensemble du territoire. Cette mission tourne autour de 3 activités principales. La première, c'est la sélection des produits, bien entendu. Ensuite, l'approvisionnement en produits et la distribution. Alors, la sélection des produits que nous faisons se fait sur la base de la liste nationale des médicaments essentiels. Cette liste est établie sur l'arrêté du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Et cette liste, si vous la consultez, les produits sont présentés sous leur forme chimique, c'est-à-dire sous la forme de dénomination commune internationale. L'approvisionnement, comme vous le savez, nous sommes un établissement public. Nous sommes donc soumis aux principes fondamentaux qui régissent la commande publique. Par conséquent, notre activité s'attache au respect des dispositions du Code des marchés publics. L'autorisation de mise sur le marché qui est instaurée au Sénégal par le ministère de la Santé est un préalable à toute commande de médicaments essentiels par la Pharmacie nationale d'approvisionnement.
Alors ensuite, nous avons une troisième activité phare qui est la distribution. Cette distribution, lorsque nous avons fini d'acquérir les produits, nous mettons ces produits par voie de transfert dans nos pharmacies régionales d'approvisionnement, et ces pharmacies régionales couvrent à peu près l'ensemble du pays puisque nous avons 11 pharmacies régionales d'approvisionnement. Toujours dans la distribution, nous avons mis au point il y a quelques mois un système de distribution mobile que l'on appelle la Pramobile, qui permet justement de couvrir les nouvelles régions qui ne sont pas encore dotées de pharmacies régionales. L'accessibilité financière et géographique également, avec ce reportage de Ndeye Kourasek. Composé d'un bureau de gestion, des divisions des infrastructures, des équipements, de la maintenance, des études et de la programmation, la direction des infrastructures, des équipements médicaux et de la maintenance a pour mission, entre autres, de gérer les infrastructures, les équipements et de veiller à leur maintenance. En 2012, quand nous sommes arrivés, il y avait beaucoup de chantiers qui étaient à l'arrêt. Dont les travaux pratiquement ont démarré, on peut dire, depuis plus de 10 ans, 2003, 2004 et 2007. Donc, la principale mission était de reprendre ces travaux et de les achever. Chargé d'assurer la planification, la conception et le suivi des projets de construction et de réhabilitation des structures sanitaires et sociales, la direction des infrastructures, des équipements médicaux et de la maintenance a réhabilité, redémarré et achevé la construction de plusieurs structures sanitaires depuis sa mise en place par le professeur Awa Marie Coll Seck, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Aujourd'hui, nous venons de réceptionner les centres de santé de Médina Gounass et de Ziguinchor. Déjà, l'hôpital de Fatick, ça fait bientôt 1 an, depuis le 26 décembre 2013. Et l'hôpital de Ziguinchor en avril 2014. Toujours en matière d'hôpitaux, il y a l'hôpital d'enfants de Diamniadio, qui a été inauguré par Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, en janvier 2014, mais aussi le démarrage des activités au niveau de l'hôpital régional de Matam. Donc en matière d'hôpitaux, c'est ce que nous avons pu, et SAMIL, dans la région de Sédhiou, mais également on a réceptionné pas mal d'équipements tels que 21 appareils de radio numérique qui sont installés dans les structures sanitaires, des équipements de stérilisateurs, mais également plus d'une trentaine d'échographes, des mammographes. Donc nous sommes à 7 mammographes qui sont installés dans les hôpitaux. Surtout aussi les moyens d'évacuation sanitaire. L'objectif, c'est de faire un maillage du territoire national. Avant, pratiquement, les gens venaient jusqu'à Dakar pour faire quelques examens. Et cela, Madame le ministre a dit que c'est inadmissible. Et qu'aujourd'hui, c'est un maillage que nous sommes en train de faire et d'envoyer les équipements dans les plus profonds du territoire national. Investi de la mission de concevoir, de suivre et de contrôler la mise en œuvre de la politique nationale de maintenance dans toutes les structures sanitaires et sociales relevant du ministère de la Santé et de l'Action sociale pour assurer une bonne maintenance des infrastructures et des équipements, la DIEM accorde une attention particulière à la formation des techniciens. Aujourd'hui, dans tous les hôpitaux, il y a ce qu'on appelle un service technique de maintenance avec du personnel. Au niveau également, nous sommes en train d'ouvrir des bureaux régionaux de maintenance. C'est vrai que nous n'avons pas encore couvert toutes les régions. Au-delà même de l'achat aussi, nous organisons des séances de formation continue. Mais nous avons aussi le Centre national de formation en techniciens de maintenance hospitalière au niveau de Diourbel, qui forme ces techniciens qui sont dans nos hôpitaux.
Au total, si la Diem a réalisé plusieurs infrastructures sanitaires d'une importance capitale, elle a en même temps ouvert plusieurs chantiers en cours de réalisation, à savoir le renforcement du système de santé dans les régions de Kolda et de Louga, l'amélioration des moyens d'évacuation sanitaire, le relèvement du plateau technique de 9 établissements publics de santé de niveau 1 et les hôpitaux de Fatick et de Ziguinchor, sans oublier la construction de centres d'hémodialyse de proximité à Dakar et dans les régions. Inscrit dans le plan Sénégal émergent, Dakar Medical City est un projet phare du hub régional de services unique dans son genre en Afrique au sud du Sahara, dont la mise en œuvre résoudra plusieurs problèmes de santé dont souffrent les populations. Madame le ministre, nous venons de terminer cette émission. Aujourd'hui, si vous deviez jeter un regard sur ce qui a été fait jusque-là par rapport à la couverture maladie universelle, mais également par rapport au chantier que vous avez pour l'année 2015, quel message allez-vous délivrer aux Sénégalais qui vous... Et je voudrais seulement quand même revenir sur ce thème de la couverture maladie universelle en insistant sur le fait que c'est un grand geste de solidarité. Un grand geste de solidarité parce que les personnes cotisent avec un complément de l'État sans être malades. Et c'est simplement quand elles sont malades qu'elles peuvent bénéficier de cette assurance maladie. Mais entre-temps, d'autres ont pu être prises en charge. Donc c'est un geste de solidarité au départ. Un geste aussi qui doit être compris comme étant à la base d'une stratégie progressive. Vous avez entendu le professeur Badiane parler de départements pilotes. Ces départements pilotes, parce que nous sommes pressés aussi, et très souvent je lui dis il faut aller plus vite, ces départements ont été doublés aujourd'hui. Et rapidement, l'année prochaine, peut-être on pourra atteindre vraiment tout le Sénégal en termes d'appui et d'aide à la gestion des mutuelles de santé. Ce qui nous permettra d'atteindre nos objectifs. Par exemple, pour 2017, on a parlé d'atteindre à peu près 75% de la population. Donc, c'est vrai que parfois les gens peuvent se dire nous ne sentons pas toujours l'effet de cette CMU, mais après un an, il faut dire qu'il y a eu énormément de choses faites et qu'on sent que nous sommes sur la bonne voie avec beaucoup de perspectives. Je voudrais revenir aussi sur la gratuité chez les enfants de 0 à 5 ans, pour peut-être mieux expliquer que cette gratuité est essentiellement pour les structures périphériques. Quand un enfant de moins de 5 ans est reçu au niveau d'un poste de santé ou d'un centre de santé, il est pris en charge gratuitement. Et également, ces médicaments maintenant, et même une hospitalisation de près de 10 jours. Au niveau des hôpitaux, ces enfants sont pris en charge en urgence et quand ils sont référés par une structure périphérique. C'est dire donc qu'il faut aussi comprendre qu'aujourd'hui, il y a une stratégie claire qui est aussi qui a comme objectif de cibler les enfants de 0 à 5 ans, mais aussi de rapprocher ces enfants et ces familles des structures qui leur sont proches et de ne pas tout de suite courir à l'hôpital alors qu'on a un poste de santé et un centre de santé à proximité. Et je voudrais rappeler, quand on parle de gratuité, quand même d'un grand geste de Monsieur le Président de la République, qui est la gratuité aussi des dialyses. Car on n'a pas cité toutes les gratuités, il y en avait qui existaient déjà, comme le traitement pour la tuberculose, le traitement pour le sida. Ce sont des choses qui existaient, qui ont été renforcées, mais il faut dire que c'est donc une grande volonté de favoriser cet accès aux soins à toutes les populations. Donc quand Monsieur le Président de la République, pendant sa campagne, a fait tout le tour du Sénégal et à plusieurs reprises, il a dit qu'il a été choqué par cette requête récurrente des populations par rapport à l'accès aux soins. Et donc je pense que ça, c'est vraiment une réponse
aux besoins des populations et aux besoins réels de ces populations. Et la question des infrastructures? Maintenant, il ne faut pas avoir même une couverture maladie, donc avoir une carte ou quelque chose, et vous arrivez dans la structure, il n'y a pas de médicaments, comme l'a dit tout à l'heure, en tout cas la PNA, il faut des efforts, il faut que les médicaments existent, mais il faut aussi les structures, il faut les équipements. Et l'État a fait aussi beaucoup d'efforts, notamment dans les équipements de radiologie, au niveau des radios numériques aujourd'hui, au niveau des scanners, au niveau des régions. Donc une vraie décentralisation et même de nouvelles structures. Très récemment, enfin il y a quelques mois, nous avions inauguré des centres de santé au niveau de la région de Kédougou. Donc nous attendons pour bientôt aussi l'hôpital de Matam, l'hôpital d'Al Diam, il y a Fatick qui a commencé, Ziguinchor aussi, et ils vont finaliser tout cela bientôt. Donc il y a la nécessité d'avoir des infrastructures, mais également des ressources humaines. 1000 personnes vont être recrutées dans ce système de santé. Donc voilà tous les efforts qui sont faits pour que l'offre et la demande soient une réalité. Il ne faut pas qu'il y ait que la demande, il faut que l'offre également existe. Je pense qu'il faut aussi, quand on parle d'offres et de demande, parler d'efforts qui ont été faits, par exemple la carte d'égalité des chances, qui va permettre aux personnes handicapées de pouvoir aussi bénéficier de couverture maladie universelle. Beaucoup de choses restent encore à faire, mais nous sommes sur cette voie-là et nous avons récemment remis un document pour, disons, relever le plateau technique. Cela nous avait été demandé par Monsieur le Président de la République. Donc ça veut dire que nous allons aujourd'hui peut-être aller aussi dans le sens d'améliorer ce qui est fait. Il y a une tendance, il faut la reconnaître et voir que aujourd'hui, de plus en plus, si tout se passe comme nous le voulons, nous pourrons permettre aux populations enfin d'accéder aux soins à moindre coût et à des soins de qualité. Merci donc à Madame le ministre, merci également à tous ceux qui ont voulu rester avec nous ce soir. C'était le deuxième numéro de votre émission Actu Santé Action Sociale. Merci et nous allons nous quitter sur une autre note d'espoir. Sénégal sunu réew ay doomam ñoo ko mën a aar nañu jóg jàmbaarloog lii di raam di ñëw xeex ak moom bu di Ebola feebar bi ñuy tuddee Ebola. Wallaay mi ngi lëmbee Afrika. Toyota Guinée et Libéria. Fépp fu mu jaar dafay faat. waaye tey mi ngi fëgg suñuy bunte. waaye fi moom du fi jaar. ndax ñun nit ñoo bañ nit ñoo lànk fii Ebola amu fi place. Ebola koy naati nder Afrika. Nenen koy men e ora fi Mustafaram webani. Cowli ba Ebola feeñ fii ay bakkani rot si jaxase lëmb ne dëkk yi set ci jëf yi fagaru leen si taxaw ci xeex bi ba Ebola dootu fi aksi non seeni baat ak suñuy baat fekkook ay junni baat delluwaat di yuuxuwaat ne ma ngay faat yow set rek lañ la laaj bàyyil xel ci suñu way wi musiba naaru lay ne ma ngay law. Sénégal foppi mbokkato iñoor jille ref na Ebola bara rok na sate infana Ebola nota Afrika. Sénégal inkol ala nanga tata. Ebola
nu nax loo gën a sit mu gën a baax raxas say loxo set ci sa yaram Ebola bi moo lay daw ar sa réew mënu la weesu ar sa bopp ci jàngoro yi Ebola koy di li nien adini koy fayene li di men ndaro deni label mbawi niste eboni Ebola sosukale fini fini akile yu momo deji kono so fini fangi tina benaji alo den Ebola Ebola na bujambi banone kares bujola Ebola na beso fimi keni leka boli para fodi fotei ujila kuwasa wesim Ebola Ebola upa choléra upa li ñu war a set ci suñu yaram mooy li ñu mën a musal Ebola upa choléra upa li ñu war a set ci suñu yaram mooy li ñu mën a musal Ebola bi dafay lore nañu yokki karange di raxas sunuy loxo Ebola bi dafay lore abba Ebola bonde bara Ebola greca bato Senegal Mali el Qatar passa Unzinga daga masafon E no segurança per eternidade Ebola 800 50 50 ku ci jaaxle na nga woote 800 Ebola du fi jaar 50 50 numéro vert la doo fay dara 800 50 50 Hala mandir bajo Hala do piñar Hala mandir bajo Ebola be do piñar Hala mandir bajo Hala do piñar Hala mandir bajo Ebola be do piñar Mandir hala mandir bajo